C'est un livre sur ma garçonnité, ou plus exactement la construction du garçon en moi, mais plus généralement dans ma génération. Donc j'ai essayé de croiser deux outils de sciences humaines importants que sont le genre d'un côté, la génération de l'autre. Donc comment le masculin s'est produit en moi bien sûr, mais aussi dans ma génération, donc en gros dans les années 80 et 90, et j'ai essayé de comprendre tous les facteurs sociaux, collectifs, qui ont contribué à la production du masculin dans un individu, et puis dans la génération à laquelle j'appartiens. À propos de masculinité, il y a quelque chose qui a beaucoup compté dans mon parcours. C'est mon père que je définirais comme un homme dont la masculinité est à la fois tout à fait traditionnelle et illégitime. Je veux dire par là que mon père était quelqu'un qui cuisinait peu, travaillait plus que ma mère, gagnait plus d'argent que ma mère, parlait davantage, incarnait l'autorité, bref, une masculinité assez traditionnelle qui correspond aux hommes de sa génération. Et en même temps, en tant qu'orphelin de la Shoah, mon père incarnait une masculinité fragile, vulnérable, un peu friable en quelque sorte. Et je crois que ce mélange, l'homme autoritaire d'un côté, parfois violent, et l'homme enfant qui n'a jamais vraiment grandi et qui est resté enfermé dans sa souffrance, ce mélange a eu un rôle assez décisif pour moi. Bien sûr, il y a eu ma mère. Ma mère, c'était plutôt la rigueur, la culture, l'histoire gréco-romaine. Et ça voilà. Mon père, la vérité, ma mère, la littérature. Dans la génération d'avant mes parents, j'ai eu 4 grands-parents juifs et artisans, donc en gros des immigrés juifs de classe populaire. Et sur ces 4 grands-parents, 2 ont eu la vie sauve, alors même qu'ils ont passé toute la guerre à Paris en portant l'étoile, et 2 autres ont été assassinés à Auschwitz. Et ça a été bien sûr, ça m'a fait réfléchir d'entrée de jeu sur ce qu'est l'histoire, ce qu'est le judaïsme, ce qu'est un parcours familial. Et c'est pas un hasard si j'ai essayé, en tant qu'historien, de raconter l'histoire de mes 2 grands-parents paternels assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été pour moi une réflexion à la fois individuelle, familiale et collective, parce que bien sûr mes grands-parents incarnent leur génération. J'ai eu une scolarité assez classique, et même on pourrait dire rectiligne, puisque à partir du collège, à partir de la 6e, j'ai été dans ce qu'on appelle un lycée parisien, enfin un grand lycée parisien d'un quartier chic du 15e arrondissement. Et puis ensuite, j'ai fait ma prépa au lycée Henri IV à Paris, qui était là encore une forme de consécration républicaine, on pourrait dire. Et mon parcours scolaire a été donc pour cette raison tout à fait rectiligne. J'ai su très tôt que je voulais écrire et faire de l'histoire. Et cette compétition qui m'a été inculquée, méritocratique à certains égards, a aussi un écho familial. Parce que dans ma famille, les livres, c'était important. Le travail intellectuel aussi, un petit peu comme une rédemption. Parce que quand on a eu 2 grands-parents assassinés à Auschwitz, on n'a pas intérêt à rater sa vie en quelque sorte. Enfin, je le dis de manière un petit peu humoristique, même si la situation s'y prête pas. Mais je veux dire que j'ai senti très tôt qu'il y avait ma famille derrière moi et aussi le poids des morts qui m'obligeait à répondre aux défis intellectuels que ma famille se posait, ou en tout cas me posait. Et pour cette raison, le travail a été une joie, mais aussi un devoir. L'école, c'est pas simplement le travail, les livres, les manuels, c'est aussi des copains, des amitiés parfois pour la vie. Et j'ai eu le sentiment très tôt que ces amitiés étaient
genré, comme on ne disait pas à l'époque, mais enfin j'en avais une compréhension intuitive. Parce qu'avec mes copains garçons, c'était plutôt la déconne, le sport, sport collectif aussi, le foot, assez rapidement une certaine culture de la drague hétérosexuelle. Les filles en revanche, c'était un peu un autre peuple, enfin en tout cas dans mon enfance entre, je sais pas, 8-12 ans, il y avait vraiment une division de la cour de récré de manière vraiment très, très nette. Et les filles, on ne jouait pas vraiment avec elles, mais en même temps, il y avait évidemment une certaine entre une fraternité et puis une approche amoureuse qui ne disait pas son nom. Et je me souviens aussi avoir été marqué par le fait que mes amies filles avaient une sociabilité et des jeux qui étaient très féminins. Enfin, je me le représentais comme ça. Alors par exemple, elles jouaient à l'élastique, elles jouaient pas au foot, elles se faisaient des confidences. Et très rapidement, moi je me suis approché d'elles, non pas tant pour les séduire, que pour avoir précisément leur sociabilité. Et j'ai eu très tôt le goût de la confidence, j'aimais beaucoup lire, et en fait assez rapidement je me suis senti un peu un garçon-fille, ou en tout cas j'ai été perçu comme un garçon qui est aussi une fille. Quand on travaille sur la garçonnité et sur la masculinité, il me paraît important de montrer les différentes nuances sur tout le spectre du genre, et en l'occurrence du genre masculin. Moi, ma masculinité, très tôt, dès l'adolescence, était une masculinité de doute, d'autodérision, de vulnérabilité, et j'essaye de l'expliquer dans le livre avec humour, parce que c'est aussi une manière de se moquer de soi-même. En revanche, j'ai certains copains qui, eux, étaient dans un modèle beaucoup plus traditionnel, viril, dominateur de la masculinité. Et d'abord, je m'en suis rendu compte très tôt, dès l'adolescence. Et par ailleurs, je dirais qu'ils l'ont payé au prix fort. Ils l'ont payé au prix fort parce que la masculinité monolithique, à l'époque on ne disait pas toxique, mais cette masculinité monolithique incapable de prendre de la distance sur elle-même, cette masculinité est une prison, une aliénation, et ça se paye au prix fort. Et dans mon livre, je parle de copains qui se sont soit suicidés, soit qui se sont, je dirais, à moitié suicidés à travers l'alcool par exemple, ou à travers des addictions, et ça c'était... ils l'ont payé malheureusement au prix fort parce que c'était une masculinité qui se projetait dans la force, la croyance qu'on est très résistant, la dureté, des défis, des addictions. Et c'est des copains qui ont disparu en fait. Et je le dis avec tristesse, mais ça m'a fait aussi prendre conscience des différentes nuances de la masculinité. Et je crois que ça fait partie du sujet. Alors, l'objet de ce livre, c'est donc la construction de ma garçonnité, c'est-à-dire la manière dont le masculin a été produit en moi. Et le masculin est produit collectivement au sein des individus, en l'occurrence les garçons, à travers des collectifs, par exemple la famille, l'école, la caserne, et aussi à travers des objets culturels et des faits sociaux. Et on en arrive donc à ces produits de consommation courante, les dessins animés, les jeux vidéo, des jouets, par exemple le Rubik's Cube, qui est vraiment un objet d'époque qui était très garçon, et puis des activités comme le foot, par exemple. Et en l'occurrence, j'ai essayé d'étudier en historien ces produits industriels, quasiment, qu'étaient les dessins animés des années 80, qui passaient dans cette émission très générationnelle qui s'appelle Récré à deux. Il y avait en gros pour les filles Candy, l'histoire d'une orpheline un petit peu garçon manqué, qui fait plein de bêtises et qui est en même temps terriblement séduisante et mutine. Et puis pour les garçons, c'était plutôt Goldorak avec des robots dans un passé dans un futur un petit peu dystopique. Et Goldorak offrait un petit peu un stage viril aux garçons à l'heure du goûter à 16h30 ou à 17h. Alors il se trouve que je regardais les deux dessins animés et si je m'inspirais de Goldorak, j'étais secrètement amoureux de Candy
Et ça, pour moi, c'est typiquement une éducation de genre. C'est pour ça que ça croise vraiment le genre et la génération, parce qu'on se projette dans des garçons ou dans des filles de fiction, et ça construit la masculinité, mais aussi ma féminité. C'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de montrer, d'étudier en regard ces deux personnages. Et ça a fait ce garçon-fille que j'étais, alors même que ces dessins animés étaient vraiment conçus pour des catégories de genre et d'âge. Ben, la chanson, la variété, la pop sont des sources passionnantes pour étudier la socialisation dans une génération et la construction du genre. Ça, je trouve que c'est vraiment fascinant et à mon avis, c'est pas assez étudié par les historiens, notamment les historiens se désintéressent complètement de la variété et de la pop et je trouve ça dommage. Donc moi, j'écoutais beaucoup Renaud, un petit peu Goldman, mais moins. Et c'est intéressant de voir d'un point de vue du genre comment ces deux chanteurs se positionnaient. Renaud, c'était plutôt le loupard, le rebelle, la mobilette, un petit peu les armes. Enfin, ça renvoyait quand même à une certaine garçonnité un petit peu rebelle, agressive, subversive, alors que Jean-Jacques Goldman, qui avait beau être un homme, était beaucoup plus écouté par les filles. Sans doute parce que lui-même acceptait le caractère vulnérable, fragile, faillible de sa masculinité et je crois que ça me touchait aussi. C'est pour ça que Goldman était massivement écouté par les filles, méprisé par les garçons et par une bonne partie de la presse intellectuelle, en particulier de gauche. Et moi je trouve que c'était intéressant, enfin ça a été une chance pour moi d'aimer les deux. Renaud pour la subversion, Gainsbourg pour la provocation, et puis Goldman pour la judéité, pour l'immigration, pour le parcours migratoire et pour cette fragilité qu'il n'a jamais reniée. Et ça, je crois que ça fait partie de notre richesse générationnelle. Alors, pour un adulte, l'amour et le sexe sont liés. Pas toujours, enfin souvent, on va dire. Pour un enfant, pas du tout. Ce qui fait que moi, j'étais passionnément amoureux de Chloé. Elle m'a même construit dans ma garçonnité aussi, dans ma garçonnité hétérosexuelle, parce que justement, j'ai été très amoureux d'elle à partir du CM1, ça remonte un petit peu. Et c'était un amour qui n'était pas désincarné. Parce que je l'aimais, je la trouvais jolie, belle, sportive, énergique, et ça, c'est des choses qui sont éminemment physiques. Maintenant, c'était pas sexuel, évidemment, on avait 8 ans, 10 ans, etc. Dans ma génération, il y a eu aussi, quelques années plus tard, ce que j'appellerais la démocratisation du porno. Le porno, ça existait déjà, dès les années 70, même encore avant. En revanche, ça s'est démocratisé dans les années 80. Alors, il y a eu par exemple, le fameux film porno de Canal+, le samedi soir, qui était presque une institution, alors pas pour l'ado que j'étais, mais enfin c'était des choses qui étaient connues, débattues, enviées pour ceux qui avaient Canal+, ce qui n'était pas mon cas. Et ça, je crois que ça annonce l'importance du porno dans la vie des jeunes garçons. Alors évidemment, c'est allé de plus en plus largement avec les décennies. Mais dès les années 80, je pense que ça a commencé à s'établir. Et puis ensuite, bien plus tard, mais là j'étais déjà jeune adulte, il y a eu Internet et puis maintenant n'importe quel garçon avec son smartphone a accès à des contenus qui nous auraient paru à l'époque complètement délirant. Mais je crois que les années 80 sont des moments de bascule dans cette sexualité de masse plutôt codée masculine. L'écriture a toujours été importante dans ma vie, d'abord parce que j'ai toujours écrit des choses souvent mauvaises. Enfin, en tout cas, quand j'étais enfant, j'ai toujours écrit des poèmes, des chansons, des narrations, des fables, bref. L'écrit a toujours fait partie de ma vie. Et puis, peu à peu, j'ai essayé de construire mon écriture, notamment à travers les sciences sociales. Et c'est pour ça que le moment de la prépa a été très important, parce que j'ai découvert l'histoire, la sociologie, l'économie, et que ça a complètement changé ma manière d'écrire. Notamment, ça l'a, je dirais, musclé.
ça l'a rendue plus nerveuse, plus sèche, plus sobre. Et c'est quelque chose qui a été très importante pour moi jusqu'à aujourd'hui. En ce sens, les sciences sociales m'ont aidé à quitter la fiction et le roman. J'ai écrit un roman il y a une quinzaine d'années, mais c'est tout. Et ensuite, grâce aux sciences humaines, j'ai pu en quelque sorte apurer, tonifier mon écriture, et ça a correspondu aussi avec un éloignement de la fiction, et de fait maintenant de la fiction je n'en fais plus. En revanche, j'ai essayé effectivement de mêler littérature et sciences sociales, de manière non fictionnelle bien sûr, pour essayer d'inventer des formes nouvelles et aussi des objets nouveaux qui permettent de transformer les sciences sociales en gardant leur côté pluridisciplinaire bien sûr, et aussi en essayant de toucher non pas seulement des collègues, mais aussi un public. Et ça, je crois que je l'ai appris autour de l'âge de 20 ans, 25 ans. En tout cas, ça a été décisif dans ma formation. Je dirais d'abord que je fais des sciences sociales. Je suis un chercheur en sciences sociales et c'est au fond la seule chose qui m'importe. Mais précisément en tant que chercheur en sciences sociales, j'essaye d'inventer des formes nouvelles pour renouveler les sciences humaines par la littérature et la littérature par les sciences humaines. Ce qui fait que mon livre, je le définirais comme une enquête de sciences sociales. Et puis, secondairement, c'est aussi un travail littéraire, une autobiographie évidemment, une forme d'oraison funèbre pour le garçon que je fus, et puis une réflexion sur les formes nouvelles que l'enquête, la littérature pourrait prendre à l'avenir. Je fais les livres qui me plaisent, c'est-à-dire que je fais les livres que j'ai envie de faire parce que ça me fait plaisir et parce que le matin j'ai envie de me lever et de faire ces livres. Et notamment au préalable l'enquête qui mène à ces livres. Donc il y a un principe de plaisir, on pourrait dire qu'il y a un principe de tendresse et d'amour vis-à-vis des objets qui sont les miens, mais j'ajoute immédiatement, parce que c'est très important, qu'il faut de la distance. On ne peut pas faire des sciences sociales simplement avec tendresse et avec amour. Il faut, et c'est peut-être plus important encore, de la distance. Par exemple, je peux travailler sur mes grands-parents, mais il faut que je garde une forme de distance qui est due à la mort, mais qui est due aussi à une forme de méthodologie, et encore au fossé politique, linguistique, sociologique qu'il y a entre mes grands-parents et moi. Sinon, on fait une espèce d'hommage entre le rire, les larmes, l'amour, et ça c'est plus des sciences sociales. Et donc il faut placer le curseur au bon endroit entre la distance et l'empathie. Donc tendresse oui, et j'en ai pour Laetitia par exemple, j'en ai pour mes grands-parents sans doute, j'en ai pour le petit garçon que je fus sans doute aussi, mais il faut garder cette espèce de distance critique sans quoi le travail ne ressortit plus aux sciences sociales. Et pour moi, c'est donc très important de garder ces outils critiques qui font partie de la boîte à outils du chercheur en sciences sociales, tels qu'on est capable de parler de soi-même collectivement et de l'individu en rappelant qu'il appartient à un genre, à une génération, à un groupe. Et ça, c'est le meilleur outil critique, je crois.